bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints ici sur le plateau de Home pour cette nouvelle table ronde de Zero to One, l'événement des startups à Lyon. Vous êtes particulièrement nombreux, désolé pour ceux qui sont debout. Vous êtes aussi très nombreux, et je regarde la caméra, derrière votre écran, puisque l'événement et la table ronde est retransmis en direct sur tv0to1.eu, qui est une des chaînes qui est hébergée, et j'ai la chance de le faire, par France Play, dont je suis le CEO. On a la chance aujourd'hui et ici de recevoir deux personnalités du monde de la tech, et une tech toute particulière, puisque on va voir qu'on va parler de Love Brand, on va parler d'app de relations sociales. On a la chance de recevoir Karima Abdelmalek, qui est... C'est ça, oui, pardon. Ben Abdelmalek, qui est la CEO de Appen. Voilà. Bonjour à tous. Et puis Sébastien Caron, qui est le CEO de Mapster. Bonjour à tous. Alors, une petite question avant de commencer les échanges. Qui connaissait Mapster avant de venir ici dans la table ronde? Vous êtes nombreux. Qui est connecté à Mapster? Pas mal aussi. Pas mal. Bon échantillon, hein, Sébastien. Appen. Qui connaissait Appen avant de venir? Génial. Et qui est connecté à Appen? Ah oui, quand même. Ils sont timides. On a toujours la même réaction. Alors bon, ce qui me concerne, je ne connaissais pas directement les deux apps, donc quand j'ai su que j'animais cette table ronde, je me suis tout de suite connecté. Donc je me suis connecté sur Mapster et immédiatement on m'a proposé de me connecter avec mes deux filles qui étaient elles-mêmes déjà sur Mapster. Et puis bien sûr, je me suis connecté sur Appen et quand je suis rentré chez moi, j'ai croché avec ma femme. Donc c'est plutôt sympa comme appli, ça tombe bien. Petite boutade, on va commencer ces échanges sur un sujet qui est tout simple, qui est marqué sur l'écran. C'est comment vous avez pu jouer, comment vous jouez la carte de l'authenticité, comment vous avez réussi à développer votre app en relation avec vos utilisateurs, comment vous faites qu'aujourd'hui vous avez l'une et l'autre des apps adorées, une marque qui est aujourd'hui préférée par les utilisateurs pour tout ce qu'elle comporte et ce que l'on va voir maintenant. Alors première question, peut-être à toi Karima, puisque vous avez un point commun, c'est que vous avez tous les deux un peu pivoté dans votre vie, vous avez un parcours assez classique et puis à un moment vous devenez entrepreneur, vous devenez CEO, vous prenez les rênes d'une entreprise pour la développer, pour lui amener des valeurs, pour lui amener des perspectives, une évolution. Comment ça se passe au début? Comment on fait le choix à un moment de pivoter, entre guillemets, de changer de vie? Peut-être pour toi, Karima, pour commencer. Moi, mon parcours, à l'origine, je suis de formation d'avocate en droit des affaires, spécialisée dans la tech. Donc, je commence par un parcours vraiment très juridique, que je découvre d'ailleurs en gestion d'entreprise et administration au départ. Donc, je ne savais pas trop ce que je voulais faire d'ailleurs. J'ai fait du droit parce que j'ai choisi le droit. Vraiment, je suis tombée amoureuse du droit. Et j'ai choisi d'exercer le droit en entreprise parce que je trouvais que le métier d'avocate isolait beaucoup et moi j'ai besoin d'être en contact avec les autres et de partager la connaissance avec les autres. Je suis très dans le collectif, donc c'était important pour moi en tout cas, je me sentais plus épanouie dans l'entreprise. Et puis en plus, comme on dit, le droit mène à tout. Donc là, vous voyez, le droit mène aussi à devenir CEO. Donc comme quoi, il ne faut pas forcément se mettre des barrières. Et même quand on ne sait pas dans quelle direction on va aller, finalement, on trouve toujours sa voie. Alors, tu as commencé chez Appen comme dans le droit, oui. Plutôt Tout à fait, responsable juridique. Et tout à fait, responsable juridique. Ensuite, j'ai été secrétaire générale, donc j'ai plus basculé sur un rôle de gouvernance d'entreprise, relations investisseurs et administration de l'entreprise. Par contre, le point commun entre toutes mes expériences, c'est vraiment la rencontre, puisque en fait, j'ai commencé ma carrière, j'ai toujours été dans des plateformes en ligne de mise en relation
entre des personnes. Donc j'ai commencé chez MSN par exemple. 2004, c'est ça, tu es Depuis dans la tech 2004, donc chez MSN qui était à l'époque déjà des plateformes de rencontres. Donc on avait déjà cette mise en relation à travers la messagerie instantanée. Ensuite j'ai rejoint Dailymotion qui est un site de partage de vidéos. Donc pareil, mise en relation entre les gens à travers des contenus qu'on souhaite partager. Et ensuite j'ai rejoint Solocal qui est le groupe qui détient Page Jaune, Mappy, qui met en relation les personnes avec les professionnels, les business locaux. Et donc, toute ma carrière, elle est autour des plateformes en ligne, un sujet que je trouve passionnant. Et on parlera après peut-être de réglementaire, mais les deux sont liés, en tout cas pour moi. La question de la vie privée, elle doit être omniprésente tous les jours vie privée, chez Apple. La compliance, c'est vraiment une priorité absolue chez Apple, qui est une application de rencontre en plus basée sur la géolocalisation. Donc on se doit d'autant plus d'être bon élève en termes de compliance, mais aussi de beaucoup travailler sur la confiance. Vraiment, quand on est dans un dispositif où vous mettez deux personnes en relation, alors il faut créer cet espace de confiance qui est nécessaire. Génial. Sébastien, toi, tu as un parcours qui est aussi tout tracé au début. Tu fais Centrale, c'est ça ? Polytechnique, pardon. Et tu commences dans la finance. Je crois que le plan de carrière est à peu près bien tracé. Et puis, un jour, tu décides de pivoter, d'arrêter, de changer de vie. Ouais, alors j'étais un peu surpris quand tu as présenté en disant qu'on avait démarré par un parcours classique, parce que moi j'ai un peu le sentiment d'avoir fait l'inverse en fait. J'ai fait un parcours naze au départ et je suis devenu classique après en faisant un truc qui me plaisait. Mais en gros, non, oui, j'ai fait le parcours standard, c'est le parcours non choisi, quasiment de les grandes écoles, les études et du coup du conseil, en l'occurrence la finance. La seule chance que j'ai eue, c'est que j'ai choisi une équipe et pas un métier, donc j'ai rencontré des gens extrêmement humains qui montaient une start-up et un cabinet de conseil. Donc, ce qui était génial, mais effectivement j'en suis quand même sorti, et limite peut-être un peu tard, pour rejoindre le vrai parcours classique, qui était de faire un métier qu'on aime et qu'on veut faire. Et donc moi mon pivot il est un peu dans l'autre sens peut-être, mais en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu. Alors, ça fait déjà pas mal de temps que tu es lancé dans cette aventure. Moi, je disais qu'en 2016, on te disait déjà comme étant une start-up qui faisait envie à Google de récupérer. Où on en est dans cette démarche justement, dans ce développement que tu as eu ? Est-ce que tu as tout de suite réussi en quelque sorte, puisqu'on le voit qu'en 2016, il y a 7 ans, on te parlait déjà de toi. Ouais, en fait, mon histoire est un peu particulière là-dessus, c'est que moi je voulais pas monter Mapster. C'est ça un peu la ligne directrice. C'est juste que j'en avais besoin à titre perso, mes potes en avaient besoin, je cherchais une appli pour le faire, et j'en avais juste ras-le-bol de pas en trouver une, mais j'ai résisté vraiment jusqu'au bout. Et au moment où on l'a lancé, en fait, je me suis jamais dit tiens, je vais faire une start-up, je vais faire un business et je vais partir pour 10 ans là-dedans. Je pensais même, pour la petite histoire, que ça serait une carte avec des points. Donc en gros, 3 mois de dev, on le fout sur le store et on n'en parle plus. Donc c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Mais effectivement, ça venait du fait que Google ne le faisait pas, ce qui pour moi est une aberration complète. Et j'en parlais encore avec des utilisateurs hier soir, mais on est en 2023 et il y a encore la majorité de la population qui enregistre les adresses dont ils entendent parler. Quand un pote leur dit tu devrais essayer tel hôtel, tel bar et tout, ils vont les mettre sur les notes de l'iPhone. On est en 2023, on n'a rien trouvé de mieux pour enregistrer les adresses que les notes de l'iPhone. C'est juste complètement débile. Et qu'un Google ou un Insta, un Meta ou autre n'ait pas résolu ça, c'est quand même un truc hallucinant. Donc nous, on s'est lancé là-dedans en disant c'est vraiment c'est un truc qui est anormal. Effectivement, du coup, dès le début, on a eu ce succès des gens qui disaient enfin ça arrive. Et je dis pas ça avec prétention, mais je pense qu'on a vraiment incité Google à remettre un accent sur Google Maps et de développer des features qui ressemblent un petit peu aux nôtres, mais ils sont quand même encore complètement à la rue. En tout cas, beau début de parcours. Une question pour tous les deux, puisque vos applications finalement ont un point commun, elles sont au service de la vraie vie avec des vrais gens. Elle est faite pour les gens qui sortent un peu d'ailleurs aussi la tête de leur écran et qui partent à la rencontre d'autres personnes, à la rencontre d'autres lieux, d'autres expériences. Et puis, est-ce qu'à un moment donné, dans votre vie d'entrepreneur, chacun vous vous êtes posé la question, vous êtes arrêté à un moment en disant mais quelle est vraiment ma raison d'être ? C'est-à-dire quelles sont les valeurs que je partage et qu'est-ce que je crée finalement, qu'est-ce que j'apporte véritablement aujourd'hui aux gens ? Peut-être Karima pour commencer ? Oui, alors nous, effectivement, juste pour expliquer un petit peu le concept, quand on dit qu'on est des services qui sont au plus près de la vraie vie, c'est que
côté Happen, on est vraiment basé sur la géolocalisation. Donc notre concept, c'est retrouver qui vous croisez. Donc toutes les personnes que vous croisez dans la journée, vous pouvez les retrouver dans l'application. Et en fait, nous, on est vraiment là, on va venir augmenter votre vraie vie et la retrouver dans l'application. C'est pour ça qu'on dit qu'on est vraiment au plus proche de la vraie vie. C'est-à-dire qu'on vraiment, nous, on incite les gens à ne pas rester sur leur canapé, derrière des écrans, à swiper des profils. On va inciter les gens à sortir de chez eux parce que dès qu'ils sortent de chez eux, nous, on peut leur garantir des rencontres. Parce que nous, on va être là pour créer cette proximité entre les gens et provoquer une rencontre instantanée dès que vous sortez de chez vous, en fonction des lieux que vous fréquentez. Donc, par exemple, là, si vous adorez ce lieu, vous avez déjà des points en commun avec toutes les personnes qui sont autour de vous. Nous, on veut vraiment accentuer sur justement cette affinité liée à la géolocalisation et au lieu que vous aimez et que vous adorez, et qui fait qu'en fait, vous avez déjà une petite histoire avec quelqu'un. Une question c'est en ce sens que juste c'est une très question proche de la technique, on vraie pourra vie. comptabiliser le nombre de crushs qu'on aura eu pendant cette table Voilà, ronde. c'est ça, exactement. Génial. Et donc, c'est ce qui a fait d'ailleurs le succès d'Appen, qui aujourd'hui compte en tout cas 135 millions d'utilisateurs dans le monde. Donc, on est assez fiers d'être une entreprise française qui a su exporter son modèle à l'international. On est très présent en Europe. On a 11 millions d'utilisateurs en France. On est très présent en Amérique latine aussi, avec 22 millions d'utilisateurs inscrits au Brésil. Et on n'oublie pas aussi les pays émergents, parce que c'est très important, parce que ce soit au Brésil ou en France ou en Europe, même si vous ne l'assumez pas vraiment aujourd'hui, parce que vous n'avez pas levé le doigt, ceux qui utilisent des applications de rencontre mais qui ne veulent pas le dire, en réalité, c'est assez banalisé aujourd'hui dans ces pays, dans nos pays-là. Mais l'enjeu qu'il y a dans les pays émergents, et ça c'est notre rôle, et on est content de jouer ce rôle-là, aussi de démocratiser l'usage des applications dans les pays émergents tels que la Turquie, tels que l'Inde. En Inde, on a 37 millions d'utilisateurs inscrits, et on continue comme ça à changer les mentalités et à aider aussi la nouvelle génération à ne pas rester enfermé dans la rencontre privative qui est très familiale. Lever les tabous, lever les freins, j'imagine. Et aller justement permettre aux nouvelles générations de faire des rencontres différentes et de provoquer ces opportunités-là qui aujourd'hui ne sont pas forcément possibles dans certaines cultures. Donc on a vraiment cet enjeu à la fois sociétal et aussi de rapprocher le plus possible les gens entre eux. Parce que on veut vraiment que, en tout cas on y croit, moi c'est vraiment une valeur qui est importante pour moi, c'est de partager ce moment avec Sébastien, avec vous tous, avec les Lyonnais, de les voir physiquement, de le toucher, le regard et de voir tout ça, c'est ce pourquoi mon équipe et moi-même on se bat tous les jours. Donc ça c'est la vraie vie, voilà. Alors la vraie vie, c'est bouger, sortir de chez soi et effectivement se décrocher de son écran. On a vérifié sur Lyon, donc où sont les lieux qui crushent le plus. Oui, il faudra m'expliquer pourquoi, mais en tout cas à Lyon, vous êtes la deuxième ville la plus active sur Happen en France. Donc vous êtes pas mal actifs quand même. Et donc dans Lyon, il y a le 7e arrondissement, le 3e arrondissement, le 2e arrondissement, qui sont les arrondissements où il y a le plus de crush. Donc il faudra que vous m'expliquiez pourquoi, il doit y avoir des raisons. Je ne connais pas trop les quartiers de Lyon. Mais voilà, vous avez 3 arrondissements où apparemment ça crush beaucoup. Voilà, bon, pour ceux qui veulent bouger un petit peu, moi j'ai repéré sur la carte, en tout cas sur les données qui sont partagées, il y a la place Bellecour, sûrement pour les shoppers, il y a le musée des Beaux-Arts, et puis il y a le parc de la Tête d'Or. Donc voilà, si vous voulez avoir plus de crush, vous savez où aller. Sébastien, même question, même remarque. Toi, tu es aussi dans le mouvement, tu es aussi dans la vraie vie. Oui, c'est exactement la même réponse. C'est que nous, on est, je le dis un peu de façon caricaturale, mais on est une des apps qui pousse les gens à s'éloigner de leur téléphone, ce qui n'est pas le truc le plus classique. Et quand on voit tous les réseaux sociaux et toutes les applis dont le seul métier, on va dire, c'est de vous faire perdre du temps devant leur appli, nous, on est exactement à l'inverse de ça. Et c'est vrai qu'on n'est pas du tout là pour pousser les gens à juste rajouter plein de lieux sur leur carte Mapster. C'est pas notre job. Notre job, c'est de les faire aller dans ces lieux-là, parce que la vraie vie et le truc qui apporte du bonheur, c'est de rencontrer ses potes dans des endroits un peu cool et de vivre des expériences dans des lieux réels et pas dans un métaverse ou une connerie comme ça. Donc nous, on est très très monde réel, et en plus, c'est vrai qu'on a cette priorité d'être toujours au service de l'utilisateur. Moi, dans l'équipe, tout le monde est utilisateur, et c'est un des critères de recrutement. On ne recrute pas quelqu'un qui n'est pas utilisateur de l'appli. Et du coup, toutes les décisions qu'on prend, tout ce qui va driver la roadmap, c'est
uniquement ça. Et c'est pas du business, c'est pas des chiffres dans un tableau de bord. C'est vraiment la satisfaction user. Et c'est pour ça ce que je disais. Donc moi, j'ai rencontré encore des utilisateurs lyonnais hier soir. Où on a dîné avec eux. Et c'est ce que tu disais, c'est que rencontrer les gens, c'est quand même le truc le plus extraordinaire. Et je prends toujours cette anecdote, mais je pense qu'il représente vraiment ce qu'est Mapster. C'est que pendant le confinement, on a été privé de nos potes et on a été privé de lieux où aller. Et pourtant, on n'a pas été privé des réseaux sociaux. Et on était quand même malheureux. Comme quoi, c'est peut-être pas Instagram et TikTok qui nous rendent heureux, mais c'est peut-être un peu plus nos potes et les lieux où on va. Et nous, notre mission, c'est ça, c'est de permettre aux gens d'aller découvrir que le monde, il est juste dingue quand on ne va pas tout le temps dans le même bar ou dans le même resto et qu'autour de nous, il y a un nombre de lieux extraordinaires. Il faut juste qu'on se prenne en main pour avoir le courage d'y aller. Et la mission de Mapster, c'est ça, c'est de donner le courage aux gens d'aller explorer le monde, même le monde qui est proche de chez eux. Alors, Mapster, c'est 3 millions d'utilisateurs, plus de femmes que d'hommes, en tout cas plus de filles que d'hommes. Ça veut dire que les filles sont plus dans la vraie vie que les mecs? On peut dire ça comme ça? Dans la vraie vie, je ne sais pas, dans le choix et l'organisation sûrement. Mais c'est vrai qu'on est un peu une appli de cliché. Alors, ça dépend beaucoup de l'âge. Dans les 25-45 ans, on va dire, on est quand même assez équilibré. Et ça va être 55% femmes et 45% hommes. Dans les moins de 25, désolé, je vais sortir un gros cliché, mais c'est très très vrai. Dans les moins de 25, il y a quasiment que des femmes, parce que les mecs, ils vont dans le même bar où ils suivent le conseil de leur meuf. Et il n'y a que les femmes qui ont compris que c'est quand même cool d'aller essayer des lieux un peu différents et qui vont se renseigner sur les dernières ouvertures, sur les trucs un peu sympas pour vivre une expérience et pas juste suivre l'autre. Mais voilà, après 25 ans, ça se corrige et on va dire le côté maturation tardive des hommes est très vérifié sur Mapster. Et pour toi, Karima, 136 millions d'utilisateurs dans le monde, est-ce qu'on arrive à avoir la parité? Non, pas encore. Ça dépend des pays. On a des pays où, par exemple au Brésil, il y a une très bonne parité. C'est assez banalisé. Il y a quasiment autant d'hommes que de femmes. En Europe aussi, c'est pas égalité. Il y a toujours plus d'hommes que de femmes. Alors que par exemple en Inde, on est encore en train de faire ce travail de changer les mentalités et d'essayer d'inciter les femmes à utiliser beaucoup plus ces applications de rencontres. Parce qu'on voit qu'il y a une aisance pour les hommes à utiliser les applications de rencontres et un peu moins pour les femmes. Donc on fait ce travail un peu plus renforcé justement en Inde en particulier. Donc ça dépend des pays en fait. Et si je peux revenir sur la raison d'être, parce que nous on a vraiment fait un travail de fond sur la raison d'être. Il y a 2 ans, on s'est vraiment reposé sur le positionnement d'Appen, justement par rapport à tout ce qui est offert sur le marché en termes d'applications de rencontre. C'est un marché très très concurrentiel, le marché de la rencontre. Et donc on s'est un peu forcé à faire ce travail qui certes était évident, mais on a refait ça en collectif dans l'entreprise. Et on s'est reposé la question de pourquoi Appen existe, quelle est notre utilité. Parce que jusque-là, on avait toujours, on va dire, on était toujours guidé par notre fonctionnalité historique qui est le croisement. Et la géolocalisation, et en fait ça a été la clé de notre succès, c'est vraiment le fait de retrouver des personnes qui sont autour de vous, mais en même temps on se sentait un peu enfermé et limité par ça, puisque Appen c'est retrouver qui vous croisez, donc ça vous empêche d'aller un cran plus loin dans votre vision et dans votre mission. Donc nous, on a vraiment fait ce travail il y a 2 ans de repenser complètement la vision, la mission, le why, le pourquoi. Et c'est vachement important en fait, même pour vos collaborateurs, c'est hyper important de les amener vers le pourquoi on existe, pourquoi votre marque apporte quelque chose à la société. En tout cas, moi, j'ai réaligné vraiment mes valeurs à moi, donc ma vision, la mission et après ce que le produit apporte. Et un alignement complet de tout ça, ça a vraiment changé la donne. Et je pense que et l'équipe, et le produit, et nos utilisateurs, on est complètement alignés. Donc il ne faut pas hésiter, justement, même si vous voyez, ça faisait 8 ans qu'on existait, on a refait ce travail de redéfinir notre vision, notre mission et notre raison d'être. C'est très important, je trouve, pour... D'abord, motiver les collaborateurs sur quel est leur au quotidien, pourquoi ils se lèvent tous les matins, pourquoi ils vont bosser. Le sens qu'on donne à ce qu'on fait. Voilà, à quoi on sert. Et finalement, nous, ce qu'on veut, c'est créer du lien social. Et l'enjeu sociétal d'Appen, il est vraiment d'être un enjeu social, de reconnecter les gens entre eux et surtout au plus proche de la vie et de la vraie vie. Et c'est un travail qui est difficile, mais quand on le fait en collectif, il y a un alignement complet de tous les collaborateurs avec la vision et la mission.
Et il ne faut pas s'interdire de le faire, même si ça fait 2-3 ans que vous existez, ou ça fait 8 ans que vous existez, même 10 ans, ça évolue. Et donc oui, c'est très important de faire ce travail-là. Toi, Sébastien, tu nous as dit au début que tu voulais pas faire master, mais du coup, est-ce que tu es en ligne toi aussi avec ton app et avec ce que tu offres aujourd'hui? Je ne voulais pas le faire en tant que business, mais je voulais le faire en tant que besoin. Et effectivement, ce rappel de la mission, et même plus que les valeurs, finalement, la mission, elle est vraiment clé. Et comme tu dis, Karima, il y a le côté driver l'alignement des équipes qui est quand même essentiel. Et une équipe alignée, c'est ce qui marche le mieux, même si elle est petite. Et après, il y a tous les choix qu'on a à faire au quotidien, que ce soit en business model, en roadmap. Il y a des opportunités qui arrivent tous les jours avec le développement, que ce soit de l'IA, des nouvelles technos, des téléphones, etc. Donc, on est toujours en train de se reposer les questions de qu'est-ce qu'on va intégrer. Si on commence à regarder des tableaux de bord, comme je disais tout à l'heure, on va se dire, tiens, il faut améliorer telle ou telle chose. Ou avec juste le retour des utilisateurs, on va se dire, on pourrait rajouter telle ou telle fonctionnalité. Et si on ne se rappelle pas toujours quelle est la mission numéro 1, le truc qu'on veut vraiment craquer, qu'on veut vraiment résoudre, on peut vite se perdre. Et en fait, l'importance de toujours se poser la question du why et très régulièrement de se la reposer en disant est-ce que ce why il a évolué ou est-ce que c'est toujours le même et est-ce que le truc qui nous drive au quotidien c'est toujours la même chose, c'est ça qui va permettre que la roadmap, le business model et les équipes sont parfaitement alignés. Alors, il y a un why aussi qui nous taraude, nous, c'est que vous êtes devenus des love brands, chacun, que ce soit Mapster ou Appen. Perçus comme vraiment des marques en grande affinité avec leur public. D'abord pour vous, qu'est-ce qu'une love brand? Et puis parmi nos questions, on a quels sont vos secrets, quelle stratégie de communication et d'engagement avez-vous mis en place pour justement renforcer cette image, renforcer à la fois son corpus et son cortex, c'est-à-dire comment vous arrivez à la consolider en permanence pour garder ce statut de love brand? J'y vais. Allez. Dure cette question. Non, il y a plein de choses. Alors nous, communication, rien, parce qu'on n'a jamais fait de communication, on va dire. Non, nous, c'est toujours la même chose, c'est qu'en fait, on est au service de l'utilisateur, et ça doit se ressentir de partout. Je te donne un exemple. Nous, le support, c'est encore moi qui fais le support de l'appli. On reçoit à peu près, je sais pas, une centaine d'emails par jour d'utilisateurs qui sont juste des emails absolument extraordinaires à lire, et on y répond tous, si possible en moins d'1 heure et parfois aller au max en 3-4 jours. Et ce truc, je pense, ça se ressent partout dans l'appli. Ce soin qu'on donne à la priorisation de l'utilisateur, le fait que nous, on ne prend pas les utilisateurs pour des pigeons, on ne les prend pas non plus pour de l'argent. Tu sais, il y a cette phrase de si le produit est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Nous, c'est pas ça du tout. Et ça se ressent de partout. Je pense que ça transparaît. Et ce respect de l'utilisateur, comme je disais, l'équipe, on est tous utilisateurs. On ne met pas de pub dans l'appli parce que nous, en tant qu'utilisateurs, on ne veut pas de pub dans une appli. Pourquoi est-ce qu'on en mettrait pour nos utilisateurs? Donc tout est drivé par ça et je pense que ça se ressent. Et effectivement, on est une love brand et je le vois encore une fois au dîner qu'on a fait hier où il y a eu plus de 2000 participants pour un dîner où il y avait 10 places. C'est quand même juste extraordinaire. Mais ça, encore une fois, c'est parce qu'ils savent, je pense, qu'on est là pour eux. Un CEO qui lit tous les mails des utilisateurs, je pense que c'est aussi une partie du secret. C'est-à-dire qu'on est en permanence en recherche d'amélioration, d'écoute, et puis d'apporter des réponses en réalité. Ouais. Bien sûr. Alors, juste 2 petites anecdotes là-dessus quand même, parce que je trouve que c'est un apprentissage que j'ai eu qui est super intéressant. Il y a 2 choses. La première chose, c'est qu'il ne faut jamais écouter ce que nous disent les utilisateurs. Parce qu'ils vont faire part de solutions qui ne sont pas les bonnes à des problèmes qui sont les vrais. Donc il faut toujours les réinterroger quand ils nous font des emails en nous disant j'aimerais bien qu'il y ait telle fonctionnalité. Il faut toujours les réinterroger en disant pourquoi tu veux cette fonctionnalité, c'est quoi ce que tu cherches à résoudre, parce que généralement la fonctionnalité qu'ils demandent n'est pas la bonne. Donc c'est pas la bonne solution parce qu'ils ont un prisme qui est pas le bon, qui est trop le leur. Mais la question est peut-être pertinente. Mais par contre, le besoin est ultra pertinent. C'est juste la solution qui est pas la bonne. Et le deuxième truc qui est assez contre-intuitif, c'est qu'on a changé ça. C'est qu'il faut surtout pas commencer à lister les trucs que les utilisateurs nous demandent et à commencer à faire une espèce de liste qu'on va prioriser, etc. Et que finalement, la meilleure priorisation, c'est de ne pas les écrire, de ne pas chercher à s'en souvenir, parce qu'ils seront tellement nombreux à réclamer la même chose que de toute façon, ça va être très naturel que le truc qu'on doit faire, ça va ressortir. Pour toi, Karima? Nous, côté Appen, je dirais que l'enjeu d'être une love brand est vital en fait, parce que
Déjà, nous, dans le secteur Vous, de vous la... communiquez déjà, vous faites de la communication. Oui, oui, on communique beaucoup. Et l'enjeu dans le dating, c'est qu'il faut savoir que nous, les utilisateurs, ne sont pas fidèles, c'est-à-dire qu'ils ont dans leur téléphone en moyenne 3 applications de rencontres. Donc en fait, l'enjeu de préférence de marque, il est fondamental pour exister. Et donc je dirais que pour devenir une love brand, pour moi, c'est vraiment passer de je télécharge l'application. Il y a deux volets. Il y a celui qui télécharge par curiosité, parce qu'il a envie de voir comment ça fonctionne. Et il y a celui qui veut utiliser le produit, donc il y a vraiment besoin de faire une rencontre et qui choisit ça. Et passer de la curiosité ou de l'utilité à la préférence de marque, pour moi, c'est passer à l'adhésion. C'est-à-dire que tu choisis une marque parce qu'elle incarne quelque chose, parce qu'elle t'inspire quelque chose. Appen, vraiment, ça inspire la proximité, parce qu'on est vraiment dans la rencontre locale. Ça inspire l'authenticité, parce que finalement, tu croises toutes les personnes que tu as vraiment vues sur ton parcours dans ta journée. Et donc, la préférence de marque, elle est vitale pour nous, surtout dans un marché compétitif. Alors, tu fais appel à des influenceuses, des influenceurs pour communiquer. Oui. C'est quoi la valeur ajoutée aujourd'hui d'un influenceur pour Appen? Qu'est-ce qu'il amène en plus? Nous, on prend la parole dans nos communications à nous. On a nos propres communications. Et après, c'est bien aussi de faire parler les autres sur l'intérêt de ton produit, ce que la marque incarne. Et on a une diversité de canaux de communication à travers aussi les influenceurs, les utilisateurs. On a pas mal de témoignages aussi. Et c'est bien d'avoir d'ailleurs une diversité de canaux de communication et de moyens de communication. Alors j'ai vu que sur Appen, tu fais un peu de gaming aussi, tu as mis en place des jeux pour pouvoir avoir un côté ludique aussi dans la démarche. Le côté ludique, il est lié aussi à l'enjeu des femmes en fait, parce que les femmes n'utilisent pas les applications de rencontre de la même manière que les hommes. Les hommes n'ont pas de difficulté à agir sur l'application, à liker, à rejecter, à échanger, il n'y a pas de problème. Par contre, les femmes, elles sont beaucoup plus réservées et le fait d'envoyer un like, c'est beaucoup plus engageant pour elles. Donc, on essaie justement, à travers des features innovantes, de trouver le moyen aussi de faire de la rencontre de manière beaucoup plus décomplexée, beaucoup plus ludique. Et donc, on a un peu de gamification, effectivement, dans l'application. C'est important de répondre aussi aux spécificités des femmes. Alors je passe tout de suite à la question qui suit, mais j'enchaîne avec toi toujours, Karima. Tu es à la tête aujourd'hui d'un collectif qui s'appelle Women in Dating. Je suis membre. C'est toi qui l'as créé quand même directement. Je suis parmi les premiers membres. D'accord, membre fondatrice alors de Women in Dating. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aujourd'hui sur ce que veulent les utilisatrices d'apps de dating? C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a un mouvement qui est en train de se passer, on sent qu'il y a un mouvement à la fois d'avancée et de reflux ou de retrait. Qu'est-ce qu'une utilisatrice attend aujourd'hui d'une app de dating? D'abord, moi, en tant que femme, déjà, je suis assez fière de porter, en tout cas, le développement d'une boîte tech française qui a dimension internationale. Je trouve que c'est bien aussi d'avoir des femmes à la tête de ce type de produit qui doit répondre à la fois aux besoins de tous et de toutes. Et donc, pour moi, c'est hyper important parce que je le vois, par exemple, dans mes discussions que j'ai avec mes data scientists ou mes développeurs, c'est important aussi que les fonctionnalités soient pensées et analysées par des femmes pour pouvoir justement ne pas se couper de la moitié du monde, en fait. Et donc, c'est à tous les niveaux en fait qu'il faut agir. C'est à la fois sur les besoins spécifiques des femmes, donc c'est-à-dire ne pas les pousser à forcément avoir des actions engageantes. Donc ça veut dire que nous, par exemple, on a développé une fonctionnalité qui s'appelle le Hub, où tu peux découvrir des profils de différentes manières, aller chercher, filtrer en fonction de tes envies, sans avoir besoin d'agir, mais plutôt être dans l'exploration de profils. Et les femmes, elles ont besoin qu'on leur laisse un peu cette distance et qu'on ne les pressurise pas sur une action en particulier sur un profil. On va avoir des enjeux effectivement de confiance et de sécurité qui sont un peu plus importants chez les femmes que chez les hommes, quoique on va offrir ces fonctionnalités à tous les utilisateurs sans distinction de genre. Et donc on va développer, par exemple là on vient de sortir Ready to Date, qui est une fonctionnalité qui te permet d'exprimer le fait que ça y est, tu es prête à dater dans la vraie vie.
le fait de pouvoir l'exprimer sans avoir besoin de vérifier si l'autre, est-ce qu'il est prêt à passer de la conversation à un vrai date dans la rencontre, etc. C'est hyper difficile, c'est assez gênant. Et donc là, nous, on va créer des fonctionnalités assez simples, mais innovantes, qui vont lever justement ces on va dire ces petites difficultés du quotidien pour essayer de décomplexer la rencontre et créer cet espace de confiance qui est nécessaire justement, d'autant plus parce qu'on est sur la géologue et de la rencontre de proximité, cet espace de confiance qu'on va venir renforcer avec de la communication, de la prévention, parce qu'on a aussi un rôle, nous, d'éducation, entre guillemets, où on va aller sensibiliser les utilisateurs sur le ghosting. Le ghosting, c'est le fait de ne pas répondre. Donc on va aussi inciter les gens à soit terminer une conversation de manière correcte et polie, sans ghoster quelqu'un. On va inciter les gens à ne pas insulter, à se comporter comme dans la vraie vie et dans le respect pour créer cet espace de confiance. Et ton rôle dans l'association Women Et for dans Dating, l'association, pour revenir dans l'association, là on va plus sur un rôle de mentoring pour essayer d'influencer le leadership féminin, puisqu'il faut savoir qu'il y a eu aussi beaucoup d'applications de rencontres il y a 10 ans qui ont été fondées, designées par des hommes. Et donc là maintenant, on essaie d'intégrer beaucoup plus les spécificités des femmes. Je vais presque envie de dire, c'est by design, c'est-à-dire au stade même de la conception des features, au stade même de la conception du produit et même de l'analyse des data qu'on va faire. Les data scientists et analystes qui sont des femmes ne vont pas analyser les performances de notre produit de la même façon que les hommes. Et donc c'est hyper important cette mixité dans les équipes, d'où le fait aussi d'aller chercher aussi à influencer un peu plus dans les écoles et de communiquer un peu plus sur les métiers de la tech, même au stade de la formation et des écoles. Merci Karima. Sébastien, toi, tu avais hier soir donc un dîner avec des utilisateurs. Il y avait un peu de parité aussi, il y avait des hommes et des femmes. Alors j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus de ce dîner, ce qui est ressorti, ce que tu as retenu, les échanges. Alors les dîners ça m'intéresse. À nouveau caricaturaux là-dessus, donc non, j'ai mangé qu'avec que des femmes. Mais non, alors nous on est ultra fiers d'avoir atteint 50-50 dans l'équipe. Et donc on est à 50% femmes, 50% hommes dans l'équipe. Mais là encore, c'est exactement comme dit Karima, c'est extrêmement important. Comme notre appli est un peu plus utilisée par les femmes, on ne peut pas juste avoir une appli qui est développée par des mecs pour faire ça. Parce que dans la compréhension des enjeux, dans la roadmap ou autre, on ne va pas obligatoirement bien ressentir les choses. Et donc c'était très important pour nous d'être à 50-50 dans l'équipe, ce qu'on a réussi à faire. Et ouais, non, ces dîners, c'est un truc qu'on a lancé il y a 2 mois maintenant, où comme on adore parler aux utilisateurs, et que finalement, comme c'est moi qui fais le support, je suis un peu le seul à vraiment leur parler beaucoup, je trouvais très important que le reste de l'équipe puisse leur parler. Et puis en plus, c'est aussi un moyen pour nous de faire rencontrer des gens de la communauté qui sinon se seraient peut-être pas rencontrés. Donc on a failli sortir pour le 1er avril une fonctionnalité de dating, le Datester, pour permettre aux utilisateurs de Mapster de se matcher, basé sur les lieux que vous avez en commun. Mais pour l'instant, ce n'est que un 1er avril. On en reparlera dans quelques temps. Mais non, du coup, on s'est dit, on va organiser des dîners, on va tirer au sort des utilisateurs qui veulent venir nous rencontrer. Et donc, une fois par semaine, dans une ville différente de France, on rencontre effectivement des utilisateurs. Donc, on en a fait un à Bordeaux la semaine dernière, on en a fait un à Lyon hier soir. C'était extraordinaire. Alors, on était chez les Assembleurs. Ah ouais, très bien. Très très bon restaurant avec des vins très sympathiques, avec un accueil franchement ultra chaleureux. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore les Assembleurs sur leur carte Mapster ou qui n'y sont pas allés, franchement, je vous dis, allez-y. C'était un super resto. Et du coup, on a passé une soirée effectivement avec 10 utilisatrices qui nous ont fait part de comment elles utilisaient, comment elles ont trouvé l'appli, comment elles en parlent, qu'est-ce qui les frustre aussi potentiellement dans l'appli. Donc c'était vraiment juste 4-5 heures d'échange absolument extraordinaire. Vous avez terminé tard alors. On a terminé un petit peu tard, mais c'est aussi le principe du truc. Et ça finit toujours en partage de bonnes adresses entre les gens, et ça c'est super. Une idée qui est sortie de fonctionnalité ? Oui, une idée en général ou une non, les idées, on les a, je crois, à peu près déjà toutes. La vraie question, c'est à quel moment on va avoir les ressources pour les développer. Donc non, c'est plus conforter la roadmap qu'on a en tête. Donc pour l'instant, tout va bien, on est à peu près en ligne avec les attentes. Alors maintenant, on va parler un petit peu business, un peu argent, avec la monétisation et votre business model. Karima, chez Appen, comment gères-tu la monétisation de l'application tout en respectant à la fois la vie privée des utilisateurs et des utilisatrices? Et comment ton business model évolue-t-il
Pour répondre aux tendances sociétales post-pandémie, en quelque sorte. Voilà, c'est en gros comment ça marche. En termes de business model, il y a vraiment plusieurs business models. Nous, chez Appen, on est freemium, donc l'application elle est gratuite de base, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Après, on a un système d'abonnement pour avoir accès à certaines fonctionnalités. Et après, on va avoir des achats à l'acte aussi pour ceux qui n'ont pas forcément envie de s'abonner, mais qui ont envie juste de tester certaines fonctionnalités. Donc, on a l'achat à l'acte. Et de manière très accessoire, on a de la publicité sur la partie l'usage gratuit. Pour, on va dire, compenser l'usage gratuit de la publicité, mais c'est vraiment très très minime. Et puis le modèle, le business model, il ne faut pas hésiter à le faire évoluer en fonction du moment de vie de la société. Nous, au départ, quand on a commencé, par exemple, on n'avait pas le système d'abonnement, et c'est grâce au système d'abonnement qu'on est devenu rentable. Donc il ne faut surtout pas hésiter à changer, à tester des nouvelles choses. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, Appen, c'est une entreprise rentable maintenant depuis 4 ans. Et là, on continue aussi à remettre en question le business model, puisqu'en fait, pour un petit peu vous expliquer, mais très rapidement, les applications de rencontres sont aussi basées sont inspirées du gaming, c'est-à-dire de faire payer sur la frustration, c'est-à-dire l'accès à toutes les personnes qui vous ont liké. Mais on sait aussi que maintenant, voilà, ça change et que les gens ont aussi envie de payer pour un vrai service à valeur ajoutée. On va venir agrémenter l'expérience avec des vrais services qui, demain, seront monétisables. Et donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à se poser des questions, à faire évoluer en fonction du moment de vie de la société. En réalité, là, tu cumules tous les systèmes de Oui, monétisation, à la fois de la pub, à la fois du pay à l'acte. Oui. Et puis d'ailleurs, il ne faut pas hésiter à le faire même en fonction de vos features. Par exemple, vous pouvez avoir des features qui sont plutôt qui marchent bien à l'abonnement, d'autres qui sont plutôt en achat à l'acte. On a effectivement le modèle de la pub pour l'usage gratuit. Et puis, on voit bien qu'il y a des usages qui sont différents en fonction des pays. On voit bien que, par exemple, en Inde et en Turquie, ils sont plus sur un achat à l'acte beaucoup plus facile que dans les autres pays. Donc, en fait, ça dépend. Il faut s'adapter aux utilisateurs, en fait. On voit que tous les modèles économiques sont en train de tendre vers ça. Quand on voit que Netflix commence à avoir des abonnements moins chers avec de la pub, ça veut dire qu'effectivement, on arrive à mixer ces différents modèles avec peut-être quelque chose de premium ou, comme tu le disais, des consommateurs qui veulent avoir quelque chose de très très spécifique et puis d'autres qui sont ouverts à d'autres formes de rémunération. Je ne sais pas si toi, tu as différents modèles chez toi. On en a deux. Pour toi, pas de pub, c'est le sujet de départ, c'est dire nous, on ne veut pas spammer nos utilisateurs. Il y avait plein de raisons, mais effectivement, la première raison, c'est qu'en tant qu'utilisateur, on n'aime pas la pub, donc on s'est dit qu'on n'allait pas l'imposer ni à nous ni à nos utilisateurs. Après, la deuxième raison, c'est que Mapster, quand vous commencez à ajouter vos lieux à vos propres cartes pour créer un peu votre monde et les endroits où vous allez, ça devient quelque chose qui est assez intime. Et donc, tout ce qui est intrusion dans cette intimité, c'est vite justement très très intrusif et ça peut être vite mal perçu. Et qu'on a ce capital confiance, ce capital love brand qui est assez gigantesque auprès de nos utilisateurs. Et donc on se dit que la pub, c'est quelque chose qui va juste tout casser pour pas nous rapporter grand-chose, donc c'est pas quelque chose qu'on veut faire. Tout comme le deuxième truc où on s'est dit jamais, c'est le côté revente de données. Et ça, pour nous, c'était très clair dès le début. Il n'y a aucune donnée qui sort de Mapster, que ça soit en gratuit ou en payant. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on n'ira jamais, quoi. Donc ça, c'est vraiment les deux trucs qu'on s'est dit. Et après, nous, on a deux business models. Un qu'on n'avait pas prévu, qui nous est tombé dessus, et un qu'on veut développer, qui est celui qu'on avait en tête depuis le début. Le premier, c'est qu'on a plein de marques qui sont venues nous voir parce que dans leur stratégie de marketing, avoir une carte Mapster et promouvoir des lieux, ça fait du sens. Donc ça peut être des marques, par exemple des marques d'alcool, des marques de croquettes pour chiens qui vont faire la carte des lieux pets friendly où vous pouvez venir manger avec votre chien. Et en fait, dans leur stratégie de com, ça peut être utile. Ça peut être des marques comme Appen, ça peut être tout un tas de marques, des offices du tourisme ou autres, donc ils vont nous payer pour faire des cartes. Tu as fait une belle opération avec le consulat de France à New York, ça fait partie de ce modèle-là? Alors, en l'occurrence, là, on l'a fait en pro bono, donc gratuit, parce que c'était pendant le Covid, et donc on voulait un peu soutenir les commerces français à l'étranger, donc là, on ne les a pas fait payer, mais c'est typiquement le genre de prestation où on devrait, en théorie, les faire payer, effectivement. Donc on avait une carte Mapster de New York avec tous les lieux historiques où la France a un petit morceau de son histoire. On en avait fait deux, on a fait celle-là avec tous les lieux chargés
chargé d'histoire franco-américaine, donc les histoires vraiment communes aux États-Unis et à la France. Et on en a fait une deuxième qui permettait de soutenir tous les commerces français pour que la population française de New York puisse consommer en priorité chez les Français pendant le Covid, parce qu'ils n'avaient pas les aides que les commerçants en France avaient. Donc ce genre de truc-là où on se dit, là on est un peu plus bonne œuvre, et donc là effectivement on le fait gratuitement. Mais sinon, voilà, donc ça, on fait payer. Et on fait payer notamment parce qu'on a une newsletter, sans le vouloir, on va dire, on a une newsletter qui est une des plus puissantes de France, et ça, on ne le savait pas. Mais en gros, moi, j'envoie un email toutes les semaines à 1 million de Français, qui est ouvert à 35%. Et 35%, la moyenne, c'est 18-20%, c'est ça, pour un email classique. Ouais, c'est déjà bon. Pas quand on envoie à 1 million. Ah oui, 1 million, mais donc, du coup, c'est très, très puissant. Donc, voilà, donc il y a des marques qui, de temps en temps, nous disent... si le contenu nous intéresse, on est OK. Donc, par exemple, on a fait une belle opération avec la région Bretagne qui voulait pousser le tourisme en Bretagne. Donc, ils ont fait une très belle carte sur la Bretagne. Et du coup, nous, on l'a poussé à nos utilisateurs. Donc, bref, ça, c'était le premier business model. Et le deuxième qu'on veut vraiment pousser, et là, c'est complètement innovant et on est les seuls à le faire, c'est qu'on veut permettre d'ouvrir un canal de communication dans l'appli Mapster pour que les lieux qui ont été ajoutés par les utilisateurs à leur carte puissent communiquer leur actualité à ces utilisateurs-là. Donc en fait, en tant que lieu, vous allez parler que à des gens qui sont ultra intéressés parce qu'ils ont dit « je veux y aller dans le futur ». Et en tant qu'utilisateur, on ne reçoit de la communication dans l'appli, donc c'est pas intrusif, que des lieux où on a exprimé un intérêt. Donc c'est vraiment un côté win-win où finalement tout le monde est content et qui en plus permet de remplir notre mission qui est de dire on va encore plus inciter les gens à aller dans ces lieux et pas juste à les avoir sur leur carte Mapster. Donc on essaye toujours d'avoir ce truc aligné avec la mission de Mapster. J'ai vu ça, j'ai un chef étoilé que je connais à Chamonix qui utilise l'application pour effectivement renforcer sa communication sur son territoire. Bravo pour cette possibilité finalement qui est donnée aux entreprises, notamment, je parle à un resto, mais j'imagine que c'est tous les lieux de loisirs. C'est tous les lieux, mais en fait, ce qui est dingue, c'est que, et c'est un peu, encore une fois, caricatural, mais les lieux sont les plus mal lotis en digital aujourd'hui. Les seuls trucs qu'ils ont comme possibilité de faire en termes de communication, c'est de faire du référencement Google ou de la pub sur Insta qui n'est pas du tout ciblée. Et finalement, ils vont juste attirer des gens qui aiment leurs photos. Et donc, en fait, la notion de faire venir des clients, c'est très dur pour eux. Et ils sont vraiment, mais au préhistoire de l'Internet quasiment. Et en fait, nous, on essaye d'inventer un vrai outil intelligent que tous les autres business ont, qui est un CRM. Et si je parle en termes un peu techniques de CRM, nous, on fournit un CRM avec que des leads chauds et avec l'outil qui permet d'activer ces leads chauds en clients. Et en théorie, tous les business normaux ont ça, et les seuls qui ne l'ont pas, c'est les gens de l'hospitality, c'est les restos, les hôtels, etc., qui n'ont pas accès à ces données-là, ce qui est quand même assez incroyable. On arrive à la conclusion déjà de cette table ronde. Pour vous, Karima et Sébastien, pour conclure, on aimerait savoir quels sont vos prochains défis et puis vos objectifs pour continuer à être des love brands, pour continuer à marquer comme ça vos publics au quotidien. Karima ? Des challenges, on en a beaucoup. Hein. Mais c'est une bonne question. En conclusion, le challenge, moi je pense que c'est, en tout cas pour Appen, qui est sur un marché très compétitif, c'est de continuer à investir sur notre marque, à en faire une marque engagée. Ça, c'est aussi important qu'on soit choisi et préféré par nos utilisateurs parce qu'on a un positionnement qui correspond aux valeurs de nos utilisateurs, parce que les gens veulent vraiment de la rencontre de proximité, parce qu'ils veulent des marques engagées. Il parlait tout à l'heure, tu parlais du modèle économique, du choix de ne pas vendre la donnée. Nous, on a fait ce choix-là aussi chez Appen, donc ça veut dire qu'on se prive d'une partie de la monétisation. Et donc, il faut trouver justement, par moment, il faut faire des choix. Les entrepreneurs, c'est comme ça. Il faut faire des choix qui, par moment, ne vous rapportent pas d'argent, mais qui, en termes de valeur et de confiance vis-à-vis des clients, sont supérieurs à la monétisation. Et donc ça, c'est important de continuer pour nous, en tout cas, de travailler sur ça, continuer à innover. Donc Appen, c'est aussi une boîte qui innove tout le temps. Avec de l'IA aussi, beaucoup. Et en fait, on est... En réalité, je pense que le sujet le plus difficile quand on est entrepreneur, c'est justement de ne pas se disperser et de ne pas aller partout. Nous, on est confrontés en termes de technologie, d'innovation tous les jours à des centaines d'apps qui sortent tout le temps, avec des innovations tout le temps. Et je pense que le plus important, c'est de rester focus sur sa mission,
son impact, l'impact qu'on veut avoir dans la vie des gens, dans la vie de la société, quitte à faire des choix et à ne pas aller sur certains sujets. Donc effectivement, l'IA, on l'utilise et on y travaille en ce moment, mais on l'utilisera uniquement avec beaucoup d'éthique et surtout si ça sert nos utilisateurs dans leur vraie vie de tous les jours. On a été confronté au métavers, on a regardé, mais en fait, ouais, c'est sympa, mais en fait, ça correspond pas à ce que les gens veulent aujourd'hui. Les gens veulent vraiment renouer avec les moments de tous les jours et se voir tous les jours en vrai et pas derrière un avatar. Donc en fait, je pense que l'enjeu, il est vraiment dans le fait de rester aligné avec sa vision, d'avoir de l'impact, d'être une marque préférée. Et surtout, et je vais finir par là, parce que ça fait partie de l'équation, l'équipe, c'est number one, être bien accompagné, avoir des collaborateurs qui sont alignés avec ta vision. Je le dis parce que c'est vraiment au quotidien en termes d'organisation du travail. C'est aussi des enjeux auxquels on est confrontés, nous les entrepreneurs. On doit aussi s'adapter aux nouveaux modes de travail. Mais là aussi, il y a des choix forts à faire. Nous, par exemple, chez Appen, on s'est dit que vu qu'on fait la promotion des rencontres dans la vraie vie, eh ben, on ne veut pas de remote. On ne veut pas avoir des collaborateurs qu'on ne voit jamais ou qu'on ne voit que derrière des écrans. On veut que les collaborateurs se voient dans la vraie vie. Donc on leur demande, d'ailleurs on n'a même pas besoin de leur demander parce qu'ils viennent d'eux-mêmes, mais on veut aussi, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise et ça fait partie des choix de l'entrepreneur. Donc, tu veux des collaborateurs qui crushent aussi. Et qui crushent au bureau. Au bureau. Parce qu'on veut qu'ils se voient, on veut qu'ils brainstorment ensemble dans la vraie vie, etc. Alors évidemment, on est sur un mode hybride, mais ça fait partie d'un alignement qui est pour moi, si je devais donner un conseil aujourd'hui, c'est de rester toujours bien aligné entre votre message, ce que vous offrez à vos utilisateurs, votre vision en tant que CEO et entrepreneur, mais aussi la vision que vous partagez avec les collaborateurs. Et cet alignement-là, normalement, ça crée un business assez long terme, on va dire. Sustainable. La vraie vie tout le temps, et voilà. Jusqu'au bout, et faire en sorte qu'elle soit la plus belle possible. Voilà, exactement. Sébastien ? Je pense que je peux dire à peu près la même chose. Je suis complètement aligné, à part sur le côté remote, où nous on est full remote, mais ça revient, c'est pareil, c'est notre mission, c'est que nous aller toujours aux mêmes endroits, c'est pas possible, c'est pas le but de Mapster, et notre but du jeu c'est d'explorer le monde. Donc on n'a pas de bureau pour pas aller toujours au même endroit. Mais par contre on se voit très très régulièrement, mais que dans des endroits différents. Mais donc on est en full remote. Mais non, donc les prochains défis, c'est toujours pareil, c'est comme tu dis, c'est d'être extrêmement aligné, et nous on est 8, et on n'a pas vraiment de concurrents en dehors de Google Maps, Instagram et TikTok, donc on est assez serein là-dessus, mais il faut qu'on soit très très aligné à 8, et on a des gros sujets effectivement de machine learning ou ce genre de choses, alors pas IA, mais vraiment machine learning, pour toujours aider les gens à explorer le monde et avoir des meilleurs conseils, parce qu'on a une data qui est absolument unique. D'où aussi ce côté dating dont on parle, c'est que savoir où les gens veulent aller et où les gens aiment aller, on est quasi les seuls à le savoir, et c'est une donnée qui va personnaliser les gens à un point incroyable. Donc si on arrive à faire un moteur de machine learning, et je fais appel à tous ceux qui savent faire du machine learning vraiment très haut de gamme, mais parce qu'il y en a beaucoup qui ont échoué, mais effectivement si on arrivait à faire un moteur de machine learning qui du coup à partir de là sait nous aiguiller partout dans le monde sur les lieux qui vont nous plaire ou des lieux un tout petit peu annexes mais qui vont nous ouvrir l'esprit, ça correspondrait exactement à notre mission. Donc c'est le gros défi qu'on a dans les mois et années à venir, c'est vraiment de développer ce moteur de recommandation. Mais voilà, donc en gros c'est toujours être aligné, comme tu dis, c'est le sujet quotidien. Et continuer à être des brand lovers et des love brands pour mais ça, c'est pas un objectif, c'est une conséquence. Donc c'est pas quelque chose qu'on travaille, mais j'espère qu'on le restera parce que ça veut dire qu'on a fait le reste de la mission. Ok, génial. Je crois qu'on peut les applaudir très fort. Un grand merci Karima. Un grand merci Sébastien pour ces échanges, particulièrement inspirants dans votre modèle, votre façon d'être. Et puis ce que vous avez fait, le développement est juste génial. Bravo, merci à tous et bonne continuation à 0 to 1 et ici au H7.